Chez les hommes, ça va donner plutôt la formation de calculs rénaux permanente. Alors il est évident que quand vous avez un calcul rénal, il faut boire beaucoup pour éliminer le calcul, bon, c'est logique, mais en amont, qui est-ce qui a fabriqué en permanence ces calculs? D'abord, en premier lieu, c'est le facteur stress, qui agit énormément là-dessus, qui affaiblit l'énergie des reins, mais en deuxième lieu, ça va souvent de pair, c'est le fait d'avoir fatigué de façon excessive ces reins par un excédent de liquide, surtout qu'à partir du moment où ils ont une fois un calcul, ils n'arrêtent pas de boire en croyant qu'ils préviennent la formation de notre calcul plus tard, mais quand on voit leur parcours, eh bien, en permanence, ils font des calculs rénaux, et justement, par le fait qu'en amont, ils boivent trop de liquide. Et combien de fois on revoit les gens qui ont fait un parcours dans le désert, ou à fortiori, j'ai eu l'occasion de soigner des gens qui ont fait le Paris-Dakar quand ça existait à côté de chez nous, en Afrique, et bien, du coup, quand ils revenaient, vous êtes sûr qu'ils venaient pour des sciatiques, pour des calculs rénaux, parce qu'ils venaient de se boire 4, 5, 6 litres d'eau tous les jours, comme ça. Or, comme par hasard, à côté de ça, l'arabe dans le désert, lui, il boit qu'un litre, mais en petite quantité fractionnée, chaud, et que du thé vert. On va y revenir. Bon, voilà un exemple local. Un autre exemple local, c'est qu'il est dit en médecine chinoise que les reins sont la mère des os du squelette. En Occident, on va expliquer que les glandes surrénales sont responsables de la fixation des minéraux au niveau de l'os, de l'os spongieux. Et en médecine chinoise, on dit que l'énergie des reins est la mère des os du squelette, c'est eux qui fixent donc les os, les minéraux sur les os. Quand l'énergie des reins est affaiblie, elle perd cette capacité-là. Et donc, progressivement, cela va être un facteur d'apparition d'ostéoporose, de raréfaction des fibres de protéines et de non-fixation de ces minéraux. Mais en plus, quand on boit beaucoup de liquide, il y a une fuite de minéraux qui se fait par les urines, de façon excessive. Et donc, du coup, les deux facteurs se rajoutant, ça peut être une grande cause d'ostéoporose que l'on retrouve et qui va le perdre très très souvent avec une rétention de liquide et une prise de poids par rétention de liquide, par excédent de liquide. Mais vous savez, en médecine chinoise, on a 5 logiciels d'organes, 5 organes, et ces organes sont en interdépendance, et quand il y a un organe qui est déséquilibré, il va entraîner à sa suite le déséquilibre de notre organe. Et un exemple, je vais vous en donner 2 exemples. Tiens, un exemple, on pourrait dire que l'énergie des reins est en relation directe avec le foie. L'eau des reins nourrit le bois du foie. Si l'énergie des reins, le yin des reins est affaibli, trop fatigué, il n'arrive plus à contrôler le foie, et le foie, comme un volcan, va avoir un excès de yang. Et cet excès de yang va déclencher les hypertensions essentielles. C'est une des grandes causes de déclenchement d'hypertension avec les facteurs mentaux et émotionnels. Et on peut totalement comprendre que trop boire, d'abord ça augmente la volémie au niveau du corps, donc à partir du moment où dans la tuyauterie il y a plus de flotte, ça fait augmenter la pression, mais en plus comme le yang du foie augmente vers le haut, c'est un grand facteur de déclenchement d'hypertension artérielle. Et si on prend une autre phrase où on dit que l'eau des reins calme le feu du cœur, il y a un lien direct entre l'eau des reins qui calme le feu du cœur. Si les reins sont trop affaiblis à un certain moment de la vie, il va y avoir une rupture totale de la relation entre les reins et le cœur ne pourra plus jamais être contrôlé. Et quand la traduction occidentale moderne de ce que je suis en train de vous dire, c'est la maladie d'Alzheimer. Ceci dit, Alzheimer avait le bras assez long pour donner le nom à sa maladie, parce que c'était quelque chose qui a toujours existé, et qu'on appelait avant la sénilité, et que les médecines traditionnelles, en particulier les Chinois, appellent une demi-mort. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le cœur, l'énergie du cœur conserve en lui l'esprit, le chêne. Et quand l'énergie des reins n'arrive plus à contrôler le feu du cœur, le chêne sort, l'esprit sort de l'organisme, et on peut comprendre comme cela toute la symptomatologie d'Alzheimer. Conclusion, excusez-moi pour les labos, il n'y aura jamais un médicament, ou a fortiori un vaccin qui va lutter contre Alzheimer. Pour éviter l'Alzheimer, il faut appliquer des règles d'hygiène de vie au quotidien en amont, et comme ça, on ne se crée pas à pas une faiblesse très importante de la batterie des reins qui, à un certain moment, ne pourra plus jamais contrôler le cœur. Et voilà comment on conçoit, et voilà comment on voit que les médecins chinois, on a à l'heure actuelle recensé à peu près 150 médecins chinois qui ont entre 90 et 120 ans, et ils sont loin d'être Alzheimer, ou bien au contraire, parce qu'ils appliquent justement toutes ces méthodes-là qu'ils enseignent à leurs patients.
Alors voilà donc je pourrais vous parler encore beaucoup plus longuement par rapport à ces pathologies, mais voilà donc quelques exemples de pathologies liées, inhérentes à cette façon de boire excessive qui épuise donc la batterie nerveuse. Alors allons plus loin et essayons de voir maintenant comment fonctionnent les peuplades traditionnelles. Alors, si vous avez l'occasion un jour d'aller dans le désert, eh bien vous allez voir que le Touareg, j'étais dans le désert il y a 5-6 ans, et j'avais fait une traversée de désert comme ça, et on voit que le Touareg, lui, ne boit pas plus qu'1 litre, et il boit en petite quantité fractionnée tout au long de la journée du thé vert chaud. Vous allez en Inde, vous allez en Afrique, vous allez à force dans tous les pays asiatiques, et les bols, ça n'existe pas. Ce ne sont que des petits verres comme ça, ou des toutes petites tasses. Et si cela existe, c'est qu'en réalité, grâce à cela, on va boire très très souvent dans la journée, mais il faut 20 petites tasses comme ça pour faire 1 litre. Alors qu'il faut 5 verres à moutarde comme ça pour faire 1 litre. Vous voyez qu'on peut très très vite atteindre ce litre. Donc voilà le pourquoi de ces petits verres, de ces petits récipients qu'on trouve dans toutes les peuplades traditionnelles. Alors, on va pouvoir se poser la question suivante. Qu'est-ce que l'on va boire pour hydrater son corps? Alors je vais vous faire un petit cours là sur les différentes boissons. Et ça va vous aider peut-être à changer un petit peu vos habitudes quotidiennes. D'abord, on va se dire qu'il y a 2 grands types de boissons. Bon, on va mettre de côté à l'index, évidemment ici, tout ce qui est boisson gazeuse, type Orangina, Coca, etc. C'est l'équivalent à chaque fois de 10 morceaux de sucre. En plus, ça doit être des vraies drogues dont on a d'énormes difficultés de se passer, ne serait-ce que par la quantité de sucre que l'on prend à l'intérieur du corps. Donc ça, on n'en parle pas. C'est repas de fête plein de chaleur avec nos enfants, mais il n'est pas question que ça devienne votre boisson au quotidien. Ensuite, c'est bien sûr les boissons quotidiennes dont je vous parle là. Hein. Ensuite, on va parler, on va se dire, oui, mais voilà, c'est bien, les jus de fruits ou les jus de légumes, ça serait très très bien, comme apport hydrique. Alors là, les Chinois parlent de ce qu'on appelle pénétration d'humidité à l'intérieur du corps. Et je vais essayer de vous donner un exemple qui va vous faire comprendre qu'en réalité, pourquoi dans les peuplades traditionnelles, les jus de fruits et les jus de légumes n'existaient pas. Alors ils étaient capables de le faire. Hein. Un jus d'orange, on pourrait se le faire. Ben, tiens, prenons l'exemple du jus d'orange. Quand vous prenez une orange, vous allez peler l'orange, et il va y avoir 3 choses au niveau de l'orange. Il va y avoir le blanc qui est collé contre l'orange, il va y avoir les quartiers d'orange et le liquide contenu dans l'orange. Donc vous allez manger votre orange. Il se trouve que le blanc, ce fameux blanc qui est collé, qu'on mâche avec l'orange, c'est un médicament en médecine chinoise qui sert à dissoudre le than, les graisses collées, plaquées ou circulantes dans l'organisme. Et donc c'est déjà un médicament à tel point que dans les épiceries chinoises, eh bien, si vous demandez un produit qui s'appelle Shenpi, ne dites jamais ça à une chinoise parce qu'elle vous met 2 baffes, parce que Shenpi, ça veut dire vieille peau. Et donc, à partir de là, cette Shenpi en chinois, c'est de l'écorce de mandarine séchée qu'on trouve en sachet. Et on en met à peu près 2 à 3 cm² dans les soupes pour avoir comme action de dissoudre les graisses et le than circulant et surtout dans le bol alimentaire. Vous voyez donc que déjà en prenant une orange, vous prenez de la pharmacopée. Ensuite, vous avez au niveau du quartier de l'orange des fibres très très longues et du son, des fibres très très courtes. Et il se trouve que ces fibres sont extraordinaires pour favoriser le péristaltisme intestinal et l'évacuation des sels et des déchets. Et rien qu'en prenant une orange, vous êtes sûr de faire ce moulon de fibres qui va nettoyer, curer comme un torchon vos intestins et votre estomac et favoriser l'élimination des sels. Ensuite, dans l'orange, vous avez la juste quantité de liquide acide, la bonne acidité qui va venir tonifier le foie, parce que la saveur acide appartient au foie. Et c'est cette quantité suffisante qui tonifie le foie. Quand vous allez prendre un jus d'orange, vous avez perdu le blanc, vous avez perdu toutes les fibres, et vous avez l'équivalent de 3-4 oranges en jus d'orange. Quand je ne parle pas des conservateurs, là je parle juste du jus d'orange que vous avez pressé. Malheureusement, vous avez dépassé de 2 à 3 fois la quantité d'acide, et plutôt que de tonifier le foie, au contraire, vous allez détruire le foie. Et à force de prendre trop de jus d'orange, l'hyperacidité qui va détruire et déséquilibrer le foie, quand vous allez comprendre que tous les tendons de l'organisme sont à mettre en relation avec le foie, et bien vous allez comprendre comment on peut se faire des hernies et casser de tous les côtés au niveau tendineux, entre autres.
Donc vous voyez que quand on parle de boisson, il vaut mieux prendre l'orange plutôt que le jus d'orange. Un bon jus d'orange en repas de fête en plein été, ok, mais au quotidien, surtout le matin au réveil où on a déjà plein d'acide, c'est peut-être pas l'idéal en tant que boisson quotidienne. Donc après on va avoir comme boisson les boissons dites alcoolisées. Alors là aussi, nous sommes en boisson quotidienne, donc on va diviser les alcools en deux. Les alcools durs, on se les garde que pour les repas de fête, et ensuite on va se retrouver vers un alcool qui peut être intéressant, qui est le vin. Mais là aussi, il faut le diviser en deux parties. Il y a le vin rosé, le vin blanc et le vin rouge. Le vin rosé et le vin blanc, sauf être chill, avoir plein d'argent pour s'acheter les meilleurs vins, contient obligatoirement des dérivés du soufre qui bousillent complètement le foie. C'est un poison pour le foie quand on en prend en excès. Et donc, à côté de ça, le vin rouge, lui, n'en contient pas pour être conservé. Bon, il ne faut pas prendre une piquette, mais un vin normel rouge ne contient pas ces dérivés du soufre, mais par contre contient un excellent tanin qui peut favoriser le détartrage de vos vaisseaux et pourquoi pas favoriser la digestion du bol alimentaire. C'est pour ça que, en tant qu'épicurien, en médecine taoïste, on peut complètement prendre un verre de vin rouge à un des deux repas, à condition de le boire en petites lampées tout le long du repas et en évitant d'en boire 3 ou 4 d'affilée. C'est évident parce qu'on rentrait dans la volémie, là, surtout si elle est quotidienne, permanente. Hein. Bon, alors après, à partir de là, on va dire, mais c'est évident, c'est l'eau qui va nous hydrater, donc on va boire de l'eau toute la journée. Il y a un petit bémol à cela, c'est que l'eau ne devient véritablement hydratante que quand elle est à 38 degrés. Alors, ou vous arrivez à la boire gorgée par gorgée, la chauffer dans la bouche et l'avaler doucement, sauf que la plupart du temps, elle fait glou glou glou. Ou alors, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que votre eau arrivant donc, qui est à 20, à 18, 20, 25 degrés, enfin 18, 20 degrés, eh bien, elle va aller dans l'estomac, va descendre dans l'intestin grêle et vous faire pisser pour rien. Et comment on pisse pour rien? Comment on sait qu'on pisse pour rien? C'est quand nos urines sont claires comme de l'eau. Normalement, vos urines doivent être foncées, pas extrêmement foncées, mais doivent être comme un peu jaune paille. Hein. Et si elles sont toujours claires, c'est qu'en réalité, vos reins sont en train de fonctionner pour rien. Il n'y a qu'un moment où vos urines doivent être claires, et physiologiquement, c'est quand il fait froid dehors, que du coup, il n'y a pas d'évaporation de liquide par la peau, les pores de la peau se ferment à cause du froid, et du coup, la colonne de liquide va descendre vers l'intestin grêle et via la vessie, et augmenter la diurèse, mais c'est passager, et à ce moment-là, vos urines sont claires. Mais normalement, quand on boit 1 litre en petite quantité fractionnée tout au long de la journée, c'est des déchets qui doivent partir au niveau des urines, et vos urines doivent être jaune paille et pas claires comme de l'eau en permanence. Ça, donc c'est un bon point de repère. Donc on va se dire, on va boire de l'eau chaude. L'eau chaude, c'est pas terrible. Alors on va se dire, ben, on va mettre des choses dans l'eau. On va prendre des tisanes. Alors le problème des tisanes, c'est que, quelles que soient les plantes que vous mettiez dans votre eau, que ce soit de la verveine, du romarin, du thym, quelles que soient les tisanes, la plante que vous mettez, c'est une plante médicinale. Et comme toute plante médicinale, elle a son organe cible, elle a son méridien cible, elle a ses vertus thérapeutiques bien spécifiques. Mais comme toute plante, mais en plus le problème c'est que c'est une plante la plupart du temps unique. Hein, vous mettez que de la menthe, que de la verveine, etc. Il n'y a pas ces formules extrêmement composées en pharmacopée chinoise qui calment le jeu. Et donc c'est une action relativement violente. Et comme toute action violente, elle va se retourner contre le corps si vous en prenez de trop. Alors, si vous prenez de la verveine depuis 3 mois tous les soirs, eh bien, dites-vous qu'il y a bien longtemps que la verveine n'a plus aucun effet sur votre corps, mais qu'en plus, quand vous allez arrêter, vous allez être en état de manque, et votre corps est devenu paresseux, et en plus, ça s'est retourné contre votre corps. Donc, dites-vous que prendre des tisanes, c'est excellent pour la santé, à condition de ne pas en prendre toute la journée la même tisane, et à condition, a fortiori, de ne pas en prendre plus que 9 jours d'affilée, c'est un peu le quota, qui fait qu'à ce moment-là, vous avez le bénéfice de la tisane sans que ça se retourne contre le corps. Donc, concrètement, les tisanes ne peuvent pas devenir notre boisson quotidienne du matin au soir. Et c'est là que va rentrer en jeu une boisson universelle que l'on retrouve dans les 3/4 de la population mondiale boivent de cette boisson-là, c'est le thé.